Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir parmi nous Monique, Oui. qui, nous en parlions tout à l'heure, est venue avec son mari pendant bien des années nous présenter, pas tous ses livres, parce que sa bibliographie et leur bibliographie est considérable, mais les principaux ouvrages que tous deux ont écrits. Et chaque fois qu'ils venaient, je disais que ces ouvrages consacrés à la grande bourgeoisie, au milieu d'affaires, nous permettaient de pénétrer intellectuellement et par vos témoignages un milieu que nous ne connaissions absolument pas. Le seul milieu social que nous ne connaissons pas à la NAR, c'est celui justement auquel vous avez consacré tant de livres. Donc vous nous avez éclairés, vous nous avez beaucoup appris sur les classes sociales, sur la lutte des classes, et vous revenez pour vous présenter un livre qui s'appelle Le méprisant de la République, et qui reprend dans une autre perspective la démarche de Macron, et justement dans une perspective sociale que allez nous expliquer. Merci, chère Monique, d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci Bertrand, et merci à vous tous d'être fidèles à ces rendez-vous de la NAR. Et donc voilà, donc j'ai écrit toute seule le méprisant de la République. Ça n'a pas été facile pour moi d'arriver à m'autoriser à être toute seule, tellement quand on a écrit 27 livres avec son mari sur une sociologie que je ne quitterai jamais, c'est-à-dire que si je continue à écrire toute seule, ce sera toujours pour continuer sur ce champ de recherche que nous avons ouvert l'un et l'autre, sur cette oligarchie, c'est-à-dire cette classe sociale au sommet de toutes les richesses et de tous les pouvoirs, et qui se resserre toujours plus davantage, qui devient de plus en plus autoritaire, de moins en moins démocratique, et de plus en plus arrogante. Et au fond, quand les éditions textuelles ont pris contact avec moi en se disant on sait que tu participes aux manifestations contre la réforme des retraites, est-ce que tu pourrais, alors ça se passe au début du mois de mai, donc il y avait très peu de temps pour faire un petit livre, est-ce que tu te sentirais de faire un petit livre là-dessus? Et puis très vite j'ai dit oui, parce que pour moi ça serait important que j'arrive à coucher sur le papier l'arrogance, c'est-à-dire le mépris de classe, non pas comme un trait psychologique d'Emmanuel Macron et de ses ministres et de ceux qui l'entourent, mais comme une forme de violence symbolique qui est aujourd'hui nécessaire à un moment où le capitalisme est en fin de course, est aux abois, où le capitalisme est à la peine. Pourquoi ? À cause essentiellement du dérèglement climatique et donc de la menace de l'habitabilité de la planète par notre humanité. Et c'était très important parce que les premières manifestations, la première je l'ai vécue à Mende en Lozère, d'où je suis native, et d'habitude les manifestations à Mende en Lozère, c'est le département le moins peuplé de France, c'est le département le plus isolé, je ne sais pas si c'est même pas le département le plus pauvre, c'est le département, alors ça c'est plutôt une qualité, le plus haut. C'est-à-dire qu'il y a une moyenne d'altitude qui fait que c'est la Lozère qui est le département le plus haut de France. C'est le département où il y a eu le moins de Covid. Enfin voilà, c'est un département qui se fait remarquer par des choses négatives, mais parfois par des choses positives. Et donc j'ai été très frappée ce 19 janvier 2023 par, d'une part, le nombre de personnes. Il y avait plus de 3000 personnes, c'était du jamais vu. Et la détermination. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'on ne voit pas dans les manifestations en province où on se retrouve, c'est plan-plan, on discute, voilà. Et là, il y avait une espèce d'énergie, il y avait quelque chose qui était extraordinaire, et avec
je dirais, le soutien de la police, parce que c'est dans un petit département, tout le monde se connaît. Donc c'était à la fois bon enfant, mais surtout déterminé, avec toutes les générations représentées, et une unité syndicale très forte. Et c'était extraordinaire parce que tout le matériel des syndicats était regroupé dans le même camion, avec leur drapeau, les sonos. Enfin, c'était curieux comme unité, ça allait très loin. Et à la fin, les dirigeants syndicalistes sont montés sur les escaliers de la cathédrale de Mende, qui est une cathédrale disproportionnée par rapport à la ville. Et tout d'un coup, la tourmente, c'était en plein mois de janvier, le 19 janvier, la tourmente s'est levée et tous les drapeaux de la CGT, de la CFDT, de FSU se sont emmêlés les uns dans les autres. Et j'ai trouvé que cette allégorie était prometteuse de quelque chose qu'on pouvait imaginer qui allait être important. Et ça ne s'est pas démenti à mon retour à Paris. Et j'ai trouvé... Et ça m'a été confirmé par la dernière manifestation d'unité syndicale, mais qui était basée là sur la lutte contre l'inflation, demandant des salaires plus élevés, où là on a revécu la semaine dernière une manifestation qui était chouette, qui était sympathique et tout ça, mais qui ne ressemblait pas plus du tout à ce qui se passait pendant la réforme des retraites. Donc je pense qu'on a bien senti qu'il se passait vraiment quelque chose pendant cette mobilisation contre le recul de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Alors il fallait essayer de comprendre, de sociologiser, de comprendre pourquoi il y avait ce moment inédit, cette détermination forte contre ce recul de l'âge de la retraite. Alors, moi j'ai décidé de le mettre en relation avec l'amputation de l'avenir à laquelle nous sommes tous confrontés avec le chaos climatique. C'est-à-dire que notre avenir est amputé, on le sait, les rapports du GIEC nous le rappellent constamment, on le vit dans nos corps avec des canicules, on le vit avec des pluies torrentielles, on le vit avec des tremblements de terre de partout, on le vit avec des feux géants. Ça fait partie maintenant de notre quotidien. Et je me suis dit, peut-être que ceci a à voir avec cela. Et qu'au fond, les ouvriers, même les gens modestes, ils ont plus ou moins cette conscience forte qu'on ne peut plus faire de projet. Et surtout pour les plus démunis qui ont évidemment le moins de maîtrise sur leur vie que les plus riches dont nous sommes spécialistes, Michel et moi. Et en effet, c'est vrai qu'il y avait je me suis beaucoup servi des slogans qui étaient utilisés par les manifestants. Et par exemple, j'ouvre ce petit livre sur celui-ci, pourra-t-on encore respirer avant d'expirer? C'est-à-dire que dans les slogans qui étaient les petites pancartes qu'apportait chacun pour donner son petit point de vue sur la situation, ce qui était quand même quand même assez exceptionnel, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Ça montrait bien qu'il y avait cette conscience de ce refus de travailler encore plus avec un avenir qui était amputé par ce dérèglement climatique. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre et ça, c'est une thèse qui est, je trouve, importante parce que tout se passe comme si, pour ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous mènent la guerre, une guerre de classe, c'est comme si on était tous égaux, comme si on avait tous la même espérance de vie, ce qui est totalement faux. Les ouvriers ont une espérance de vie qui est de 6 ans inférieure à celle des cadres, en moyenne. Et donc, on n'a pas le même rapport à la mort. Et donc, si on vous allonge votre vie de travail, qui est déjà souvent pénible pour les plus pauvres et les plus en difficulté, de 2 ans, à un moment où
le travail n'a plus beaucoup de sens, le travail est sous management néolibéral et le travail n'apporte plus la dignité ouvrière des ouvriers d'autrefois. Enfin, je me souviens, avant que je me mette à travailler avec Michel, il avait publié un livre, Désarroi ouvrier, où ça se passe dans les années, alors que je ne dise pas de bêtises, la fin des années 70, dans les Ardennes. Et là, les ouvriers avec lesquels Michel a partagé presque un an de sa vie avaient déjà cette intuition qu'il se passait quelque chose au niveau de l'évolution du capitalisme. Eux, ils avaient été construits avec le capitalisme paternaliste de la vallée de la Meuse, et ils sentaient bien qu'on passait à une autre phase du système capitaliste, et ils n'ont pas été déçus, puisque finalement l'entreprise sur laquelle Michel a travaillé a été attaquée, disons, on peut dire, par un fonds de pension américain venu, je ne me souviens plus de quel coin des États-Unis, Catalina, et il a pillé, il a eu cette entreprise pour €1 symbolique, et puis il a pillé tous les savoir-faire, il a pillé tout ce qu'il pouvait piller, et aujourd'hui, il y a toujours 30 ou 40 ans après, les friches industrielles de cette usine qui a été fermée. Et donc le sens du travail ayant vraiment été malmené, du coup, à quoi bon il n'y a aucune raison d'avoir envie de travailler au-delà de... Voilà. Est-ce que je suis un peu désemparée parce que je pensais que c'était Bertrand qui me poserait des questions. Alors si, ça mais vous n'avez pas encore parlé du président de la République qui fait la couverture de votre livre. Oui, la couverture, oui, vous l'avez vu là, le petit, oui, le président. Oui, alors, et donc, c'était intéressant pour moi d'accepter cette proposition parce que je me suis dit, nous on avait fait un livre avec Michel sur le président des ultra-riches qui a très bien marché, un livre qui a été publié à la Découverte en 2019 et où là on avait vraiment fait un travail très précis sur tous les cadeaux que Nicolas Sarkozy, le lapsus, qu'Emmanuel Macron a fait aux plus riches, et des cadeaux qui n'avaient vraiment, alors là, qui n'étaient pas du tout à l'échelle de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec le bouclier fiscal. Là, on est passé à un autre ordre de grandeur, avec notamment la suppression de l'ISF. Or, enfin voilà, on y reviendra dans la discussion, puisque là, ça ne sort pas vraiment de ce livre, mais c'était important pour moi de dire que je voulais montrer qu'on pouvait être en même temps le président des ultra-riches et le méprisant de la République. C'est-à-dire que l'arrogance est vraiment liée à la violence de classe qui, aujourd'hui, favorise, dans un séparatisme vraiment des riches, qui favorise vraiment les plus grandes fortunes. Enfin, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En l'an 2000, il y avait 400 000 millionnaires en France. Aujourd'hui, il y en a près de 3 millions et il y en aura 4 millions en 2027. Donc, c'est-à-dire que la France est devenue véritablement un havre de paix et de paradis pour les plus riches, avec donc la suppression de l'ISF. La suppression de l'ISF, c'est la suppression de l'imposition sur le stock des patrimoines des plus riches. Mais ce qu'il faut bien savoir, et ça c'est vraiment très important, c'est que ces patrimoines des plus riches sont composés à 97,5% de valeurs mobilières, d'argent, de la spéculation, de valeurs mobilières, et que tout ce qui est yacht, tout ce qui est patrimoine de jouissance ne représente finalement, ils sont tellement riches que c'est beaucoup par rapport à nous, nos modes de vie, mais ça ne représente pas beaucoup pour eux, hein, ça, 2 à 3% de leur patrimoine. Donc si vous voulez, en supprimant l'ISF, Macron a fait un cadeau absolument énorme aux plus riches en défiscalisant massivement ce patrimoine financier. Et en même temps,
il a créé ce qu'il appelle la flat tax, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, sur lequel, donc là c'est les revenus du capital, on parle du stock avec l'ISF, puis ce stock génère des revenus chaque année, et ces revenus du capital étaient imposés comme les salaires de 14 à 45%. Et là, il a fait un coup de force absolument incroyable. D'ailleurs, il avait été finalement placé à l'Élysée en 2017 pour faire ça. La seule chose, c'est qu'il devait le faire en 2018 et il l'a fait en 2017 parce que derrière, on lui disait « Mais si tu attends encore un an, on n'arrivera pas à avoir ce beau cadeau de la flat tax ». La flat tax, c'est donc une imposition qui supprime, il a supprimé la solidarité en supprimant l'ISF, et là il a supprimé la progressivité de l'impôt, ce qui est quand même assez incroyable, alors qu'on est quand même encore dans une constitution où la déclaration des droits de l'homme et du citoyen prône, dans un article, je ne me souviens plus lequel, que chacun doit payer à la hauteur de sa fortune. Là, les riches maintenant ne payent plus que 12% sur les revenus du capital. Mais la manipulation pour qu'on ne puisse pas imaginer une chose pareille a été de dire que c'était de 30%. Alors tout le monde s'est dit, 30%, oui, c'est pas, finalement, d'accord, c'est un peu moins que nous, les salaires, on va jusqu'à 45%. Mais non, mais c'est une manipulation et qui continue toujours à être présente, une manipulation, parce que pour les revenus du capital, ils comptent les cotisations sociales, la CSG et la CRDS, et pas pour les revenus des salariés. Sinon, les salariés se diraient, merde, j'ai 30-35% d'impôts, vous voyez. Et la manipulation, elle est toujours présente. Vous pouvez encore lire le Monde d'aujourd'hui. La flat tax est à 30%. Et donc voilà, et donc une violence, c'est extrêmement violent, hein, ces cadeaux fiscaux aux plus riches, parce que ça se chiffre au total en centaines de milliards d'euros. Si j'ajoute le CICE, si j'ajoute vraiment tous les cadeaux qui ont été faits, et qui n'ont pas, jusqu'à nouvel ordre, été favorables à l'emploi. Je crois que je me suis apporté de l'eau. On va vous chercher de l'eau. Ah ben merci. Que je m'étouffe pas. C'est un oubli. Alors du coup j'ai perdu mon fil. On va parler impôt. Et la manipulation. Ah oui, puis j'ai oublié de rajouter. Ça n'a pas permis de gagner des emplois. Oui, merci. Ah ben voilà, le dernier arrivé, le plus attentif. Non. Voilà. Toutes les enquêtes, et notamment même celle qui est dite indépendante, stratégique et pourtant rattachée à Matignon, et dont le président est, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un camarade de classe d'Emmanuel Macron, même stratégie, n'est pas arrivée à prouver que ça avait été bien pour les emplois, pour les emplois. Donc franchement, c'est des cadeaux. On peut dire que c'est des cadeaux fiscaux d'une grande ampleur. Et finalement, tout ça, comme avec le dérèglement climatique qui devient de plus en plus prégnant et de plus en plus présent, la démocratie devient de plus en plus étriquée, de moins en moins compatible avec l'évolution du capitalisme. Du coup, il y a eu cette phase incroyable du méprisant de la République, c'est-à-dire avec des salves de dédain, de mépris de classe, d'humiliation, afin de sidérer, afin de tétaniser, afin d'empêcher de comprendre la réalité de la situation d'un capitalisme qui a finalement pillé toutes les formes du vivant et qui aujourd'hui a mis à mal l'habitabilité de la planète, avec donc un dérèglement climatique qui est irréversible et qui est guère maîtrisable, parce que c'est vraiment un ensemble d'éléments
qui forment une espèce de boule où tout s'enchevêtre et où tout se tient. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce petit travail sur la façon dont Emmanuel Macron avait méprisé de manière systématique, en traitant les gens de foule, en parlant du bruit des casseroles, alors que les casseroles c'est fait pour faire à manger à la maison. Il n'a pas parlé de faune, mais dans nos enquêtes on a souvent entendu parler de faune. Là, c'est les gens qui ne sont rien, c'est des choses fortes, hein, des fainéants, des illettrés pour les femmes de l'entreprise GAD. Ce qui coûte un pognon fou, également. Voilà. Une expression. Oui. Et donc, on n'a pas à l'analyser avec le registre de la psychologie sociale. C'est vraiment, ça fait partie de la panoplie aujourd'hui de la violence de classe, pour justement empêcher que tous les gens qui ne sont pas contents puissent comprendre qu'on est face à une crise du capitalisme sans précédent, à une crise extrêmement grave, extrêmement dure, et ma foi, aujourd'hui on est quand même bien à la peine à l'échelle de la planète, si on pense à tout ce qui se passe. Ça va comme ça ? Très bien. On va vous poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut déjà intervenir ? Je poserai des questions après. Oui. Oui. Moi, je vais essayer de prendre quand même la défense du président. Oui. Il faut bien quelqu'un. Bah oui, c'est bien que tu es bon et généreux. Donc, ce que je vais te dire, c'est que je pense qu'il n'est pas seul. S'il était seul, ça ne pourrait pas se produire. Il y a d'abord l'Europe, qui donne des directives ultralibérales, qui cassent tout ce qui a été les conquêtes sociales depuis le programme de la résistance. Il y a aussi le fait que petit à petit, ce qui était dans le programme de la résistance, par exemple sur les moyens d'information, les médias, ce qu'on appelle les médias aujourd'hui, sont aux mains de capitaux privés, et que ces capitaux privés, justement, ne laissent pas un débat qu'on a connu. Il y a eu des journaux, on va remonter à quelques décennies, on savait, quand on lisait un journal, à peu près ce qu'on allait avoir. Aujourd'hui, que ce soit les médias audiovisuels, audio ou écrits, c'est à peu près pareil, avec une ligne de conduite, donc ce qui facilite. Il n'est pas le seul non plus, parce qu'il y a déjà eu avant lui son prédécesseur qui a fait des cadeaux aux riches, les 50 milliards qui ont été donnés au patronat et qu'on, comme tu disais, pas créé un seul emploi et qu'on n'a rien contrôlé. Donc il n'est pas seul, c'est toute une classe. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que viennent autour de cette idéologie dont il est porteur avec brillance, avec des arguments extrêmement, des paroles agressives, traverser la rue, on trouve du travail, etc. Mais viennent des gens qui étaient situés à gauche, qui étaient situés auprès des classes moyennes ou populaires pour les défendre, qui ont, avec armes et bagage, passé dans cette idéologie. Il y avait un courant gaulliste qui a complètement disparu et qui est passé avec armes et bagages du côté de la défense de ce capitalisme qui ne produit plus de richesse, qu'elles sont parties avec la délocalisation. Donc c'est un capitalisme, comme tu as dit, les fortunes sont faites à 96%, tu as dit, par des actions, par des valeurs mobilières. Donc c'est plus du travail. Il y a eu un capitalisme qui produisait de la richesse, on a organisé le départ vers des pays pauvres du travail. Donc, il représente quelque chose, mais il n'est pas seul. Voilà, c'est un faisceau qui se produit sur 30 ou 40 ans, et c'est un faisceau qui nous conduit là aujourd'hui.
Bien sûr. Non, non, bah alors ça, c'est parce que peut-être j'ai trop axé sur la personne d'Emmanuel Macron. Mais Non, c'était une j'aurais dû dire en tant que fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, bien entendu. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'il n'est pas seul, et cette classe sociale, précisément, nous l'avons toujours analysée de différents points de vue en fonction de nos livres, que ce soit par exemple sur les châteaux classés monuments historiques, que ce soit sur la chasse à courre comme rapport social qui se transmet de siècle en siècle avec les mêmes tenues. Voilà, on a travaillé sur la construction des dynasties familiales, toutes sortes de mobilisation des dominants pour capter sur le temps long des siècles les richesses et les pouvoirs pour empêcher tout ruissellement vers les classes moyennes et populaires. Donc, bien entendu, il n'est pas seul, il est le représentant, il a été élu pour faire le job, et voilà, et il le fait plutôt bien, voilà, il le fait plutôt bien dans la continuité, effectivement, de Nicolas Sarkozy, mais chaque fois ça s'aggrave, hein, ça s'amplifie, et les inégalités deviennent abyssales, et comment dire, et c'est un vrai, son discours sur la République avec le séparatisme des musulmans, non, on peut tout à fait tenir le même discours sur le séparatisme des riches, c'est-à-dire que c'est vraiment, depuis l'objectivation dans l'espace urbain de la lutte de classe, avec des quartiers à eux, des ghettos dorés, avec le fait qu'ils s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Il n'y en a plus beaucoup pour les autres. Voilà, ça fait vraiment et que on est face à ce dérèglement climatique. Et du coup, j'ai essayé, dans le Méprisant de la République, de justement essayer de comprendre le rapport à la mort des dominants par rapport aux dominés, et de reprendre un peu tout le travail qu'on avait fait avec Michel sur la construction des dynasties familiales, et le concept de Bourdieu qu'on avait beaucoup utilisé, le concept d'immortalité symbolique, c'est-à-dire que dans les familles auprès desquelles on travaillait, on a tout de suite été frappé par le fait qu'il ne disait jamais « je ». Quand on interviewait un jeune ou un adulte, il ne disait jamais « je », toujours « nous ». C'est-à-dire qu'il se considère toujours comme le maillon d'une lignée, la maille d'une chaîne, et on a senti ce sentiment d'immortalité symbolique, c'est-à-dire ce que le philosophe Kantorowicz disait pour le roi à sa mort: le roi est mort, vive le roi. Au fond, la continuité dynastique prévaut sur la mort physique. Hein, et du coup, par rapport au dérèglement climatique, souvent on nous dit mais c'est étrange qu'ils ne fassent rien pour le freiner, et que même peut-être ils contribuent. Tout se passe comme si, on va dire, que Bourdieu nous disait toujours attention à la notion de stratégie. Donc, pour vous en sortir, vous dites tout se passe comme si, dans ces cours du Collège de France. Et ça, j'ai bien retenu ça. Donc, tout se passe comme si il ne faisait pas non plus, il continuait à aggraver en continuant les extractions fossiles, les énergies fossiles, en même temps qu'en créant un nouveau système capitaliste, en ouvrant de nouveaux marchés financiers, le capitalisme vert, comme si finalement ils étaient aussi dans le même déni de la finitude de la planète. Hein, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ce rapport, et je me suis inspirée pour essayer de creuser ça, on ne dit pas un philosophe, oui, c'est un philosophe des humanités environnementales, il se qualifie comme ça, Pierre Madelin. C'est vraiment un livre très chouette. Il y a la référence dans le livre sur le déni de la mort humaine et le déni de la finitude de la planète.
Voilà. Et donc, eux, les gens nous disent on est tous sur le même bateau, et eux ne se vivent pas sur le même bateau, ils se vivent autrement. Ils se vivent ailleurs. Et d'ailleurs, de fait, ils sont bien ailleurs, dans des espaces spécifiques, dans des espaces de pouvoir divers et variés. C'est eux qui ont la maîtrise de la marche des choses. Donc voilà. Yves. Mais alors, parce que je n'ai pas de réponse à cette question. Moi, je trouve quand même qu'il y a une grosse part de personnalité, parce que son mépris, c'est pas seulement un mépris de classe, ou bien est-ce que c'est une autre forme de mépris de classe? Vous répondrez, il y a cette espèce, moi je trouve, de mépris de l'État. Moi, ce que je vois autour de moi, il détruit l'État pièce par pièce, mais avec une sorte d'acharnement incompréhensible. C'est quand même l'homme qui dit, il rencontre les ambassadeurs dans la rencontre annuelle et il leur dit, en parlant d'eux, il faut se méfier des experts, c'est-à-dire les gens qui sont là, parce que les experts, c'est toujours des experts du passé. 2 ans avant, il disait, mais vous n'avez rien compris à la Russie, c'est l'État profond s'oppose, il voulait à ce moment-là relancer les relations avec la Russie, l'État s'oppose, l'État profond, pas une expression de Trump, mais que Trump emploie avec une certaine légitimité, parce qu'il y a vraiment un État profond aux États-Unis. En France, c'est quand même beaucoup moins vrai. Et Blanc, il frappe cet État profond. Il nomme systématiquement, dans toutes les administrations, des fonctionnaires dont on dirait, enfin des gens, pas des fonctionnaires justement, des gens qui ne sont pas de l'administration, qui sont de l'administration, dont on dirait que la tâche principale est de détruire leur administration. Donc il y a c'est assez curieux. Alors, je ne sais pas, c'est lié peut-être à une question, est-ce qu'il est là par hasard, parce qu'il y a quand même ces circonstances un petit peu particulières qui ont permis son ascension. Normalement, c'était le tour de Juppé, puis Juppé tombe un peu par surprise, puis Fillon est dégagé par des scandales. Est-ce qu'il faut croire à une sorte de complot? C'est vrai que des fois on finit par se demander. Je suis enregistré. Oui, donc toujours est-il que non, vous dites tout se passe comme si. Tout se passe comme si, Voilà. il faut se méfier des stratégies. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très curieux. Voilà, est-ce qu'il y a quand même pas une grosse part de personnalité? Est-ce que si c'était Fillon, par exemple, qui avait été élu, ça se passerait comme ça? J'ai pas l'impression. Mais non, moi j'ai pas l'impression. Par exemple, Fillon n'était pas spécialement arrogant. Ben, c'est-à-dire que je dirais que... Dans la reporte, Le néolibéralisme. Oui. Oui. Fillon, il a par exemple, il a défendu les syndicats, il a dit il faut attention, il faut pas Fillon, très dur sur associer. ses positions sociales. Fillon était très dur sur la Russie, c'était mieux, mais. C'est Juppé, c'était quand même vraiment un populisme gentilé, ou Chirac en tout cas. C'est de la- Moi, je dirais que Emmanuel Macron a donné un grand coup d'accélérateur pour mettre l'État, beaucoup plus que les présidents précédents, au service des plus riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même le conflit d'intérêts est donné en pâture, nous est donné en pâture, mais il n'est pas du tout, pour eux, c'est normal de travailler comme haut fonctionnaire et puis de partir dans le privé, de revenir voilà, avec le pantouflage. Pour eux, franchement, c'est la synthèse des intérêts de l'oligarchie qui est leur seul point de mire, parce que dans les affaires, tout se tient. Vous voyez, quand nous, on était invités, c'était frappant de voir autour de la table, il y avait toujours des représentants de la finance, quelquefois d'une religion, un évêque ou un truc comme ça, des hauts fonctionnaires. Il y avait un peu tous les pôles, tous les pôles supérieurs de
tous les dominants de des différents pôles de l'activité économique et sociale qui étaient autour de la table. Et ils se parlaient, et ça, c'était normal pour eux. Tout était, ils sont dans le pantouflage permanent, dans le conflit d'intérêts pour nous permanent, parce que pour eux, ils savent que tout se tient. Et donc, quand je dis l'État, l'État est le reflet des rapports de classe. Hein, y a pas... Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait normal quand vous dites il détruit l'État, bien sûr, et il le fait je veux dire, il le fait vraiment en toute conscience, c'est pas possible autrement, parce que c'est tellement systématique, il évide l'État de l'intérieur, avec par exemple tous les cabinets McKinsey, enfin qui travaillent, qui récupèrent, avec tous les partenariats publics-privés, avec toutes les privatisations, avec de manière systématique, il sert ses camarades de classe, si on peut dire. Oui, mais je sais pas. Et regardez le dîner de Versailles avec le roi Charles. Oui. Bon, est-ce que c'était l'oligarchie financière qui était invitée? Je pense pas, il y avait quelques personnes, et là aussi c'était très surprenant parce que je sais que l'Angleterre est en général la porteuse du libéralisme au sens le plus large, mais ça se fait pas en Angleterre. C'est très difficile. Ça aurait été très difficile de faire la même chose en Grande-Bretagne. On aurait invité quand même des représentants de la société réelle, et quand même quelques corps professionnels, etc. Là, il n'y avait rien, il n'y avait aucun corps professionnel représenté, c'était quelque chose très bling-bling, très paillettes, très... Voilà, c'est sur le côté festival de Cannes, quelqu'un a dit, je crois. Enfin bon, bref, c'était... Est-ce que ça rentre vraiment dans une stratégie du capitalisme? Ça, je suis même pas sûr, je sais pas. Ah ben ça, je sais pas trop comment, parce que j'ai pas suivi cette soirée, donc je suis pas capable de savoir, j'ai pas analysé qui était là et tout ça, mais pour ce que j'ai analysé par exemple dans ce livre, où si vous voulez, chaque fois dans tous nos livres, on prend un point de vue, donc là c'est la réforme des retraites, et on montre le fonctionnement, alors là c'est maintenant montre le fonctionnement de l'oligarchie. Alors les liens entre le président de la République et le Conseil constitutionnel, tous ces liens qui font qu'il est possible de faire passer une réforme très impopulaire, puisque la majorité de la population active était vraiment opposée fermement. Et puis je veux dire, ils ne le cachaient pas, hein, parce que les gens étaient dans la rue, et puis ils étaient vraiment mobilisés, hein, parce que franchement, il y avait des fois où c'était dur, quand il y avait les gaz lacrymogènes, que ça pétait de tous les côtés, et qu'on se prenait par la main pour essayer de s'encourager à tenir. On voyait qu'il y avait vraiment une détermination, quelque chose de très fort. Alors du coup je m'emballe et je perds mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, qui passe au-dessus, qui passe à l'aide. Oui, voilà, merci. Merci Raoul. Oui, c'est ça. Merci. Et donc il est arrivé à faire passer le 49.3, le 47.3, de plein d'articles de la Constitution qu'il a instrumentalisé au forceps pour faire passer cette loi sans vote au Parlement, sans l'accord du peuple, puisque la majorité, je l'ai dit, de la population active y était opposée et y est toujours opposée. Voilà, et donc là, en analysant les rapports de la présidence de la République avec le Conseil constitutionnel, on voit toujours ce fonctionnement de type oligarchique où finalement on est pris dans une espèce, nous, les gens des classes moyennes et des classes populaires, on est pris dans une espèce de nasse, une nasse de social institué, comme disait Bourdieu, c'est-à-dire toutes ces associations, ces cercles, ces institutions, ces lobbying, on s'en sort pas, hein. Ils sont mobilisés comme ça, et du coup, avec, je sais pas comment dire, avec aujourd'hui des postures autoritaires, des postures non démocratiques, ce qui s'est passé avec cette réforme qui a été donc passée au forceps, comme je l'ai dit, sans passer par le Parlement et contre l'avis du peuple français.
c'est quand même, enfin, ça nous rappelle, bien sûr, ça, il y a un petit chapitre là-dessus, ça rappelle quand même ce qui s'est passé en 2005 avec le référendum sur la constitution néolibérale pour l'Europe, donc ça rejoint tes préoccupations par rapport à l'Europe, et qui finalement a été bafoué par le traité de Lisbonne qu'ils ont négocié en catimini entre Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Et dès que le peuple émet une parole dissonante, des postures dissonantes, eh bien, qu'à cela ne tienne, ils ne le respectent pas. Hein, comme ce qui s'est passé au Chili avec Allende, comme ce qui s'est passé en France avec ce référendum de 2005, comme ça s'est passé là avec la réforme des retraites. De toute façon, si on ne fait pas comme il décide, ben donc voilà. Alors, on a apparemment perdu, mais en fait, pour moi, on a gagné. Parce que eux, c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui s'est fait vraiment contre un peuple. Et la bataille des idées, je trouve que c'est nous qui l'avons gagnée, mais vraiment. Et que ça, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui me paraît irréversible. Je ne sais pas si vous allez me dire si vous le ressentez lorsque vous échangez avec des amis ou avec des gens dans la rue. Maintenant, vous pouvez présenter, par exemple, ce livre. Tout le monde est d'accord. Les gens, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus cette espèce de timidité qui existait, on avait peur de dire. Il y a une bataille des idées, une clairvoyance sur ce qui est en train de se passer dans notre pays, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de la planète, avec le dérèglement climatique. C'est vrai qu'on ne peut plus travailler que sur un pays, puisque là, tout est en train de s'interconnecter, de s'enchevêtrer, avec des inégalités énormes entre les pays riches et les pays pauvres, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc voilà, au fond, l'objectif de ce livre, c'était justement de montrer que quand on en arrive à tant de mépris, c'est parce que on est à la peine par rapport à l'avancée du système capitaliste, et qu'il faut masquer l'arbitraire du capitalisme, l'arbitraire des privilèges. L'arbitraire qui ne tient qu'à une seule chose, c'est les titres de propriété. Alors, si vous naissez à Neuilly, vous héritez des titres de propriété de génération et de génération d'ancêtres. Et puis, si vous naissez à Bobigny, ben vous n'avez qu'un chemin d'épines et de travail et de galère devant vous. Et cet arbitraire-là, qui doit être perpétuellement masqué, et si on replonge dans tous les livres qu'on a écrits, Michel et moi, on voit bien comment ça commence par la construction des corps de classe, tout est fait pour qu'ils se vivent et ils soient reconnus comme supérieurs, comme les meilleurs, pour permettre ce fameux passage de la domination économique à la domination symbolique. Et voilà, et là on en est à un état de tension très très importante, toujours du fait que toutes les formes du vivant ayant été pillées et mises à mal, eh bien aujourd'hui c'est la planète qui se réveille, qui se révolte. Oui, alors vous dites que la bataille des idées est gagnée. Oui, certainement. On a fait comme vous les manifestations de l'hiver et du printemps dernier. C'était manifeste qu'il y avait une conscience très précise, au-delà de la question des retraites, de la contestation du système néolibéral. Le problème, c'est que la classe dirigeante s'en fiche complètement des idées. Ce sont des gens, enfin, on ne les fréquente pas, mais on voit ici des amis qui fréquentent, pour des raisons professionnelles, la classe dirigeante. Ce sont des gens qui ne lisent pas du tout. L'inculture a progressé considérablement dans ces milieux-là, et peu leur importe, puisque que ce soit l'avenir du capitalisme,
l'avenir de l'humanité à cause du réchauffement climatique, etc., de toute façon, il résonne à peu d'années. À court En terme. tout cas pour les politiques, même si les grandes familles bourgeoises résonnent à plus long terme, ont le désir d'inscrire leurs biens dans une continuité, etc., la classe politique, elle résonne aujourd'hui, c'est très simple, à 4 ans, puisque dans 4 ans, à cause du quinquennat, il y a l'élection présidentielle, et qu'il faut tout dire et tout faire pour que ça passe à nouveau, que ça se passe pas trop mal, que ce soit à peu près les mêmes qui soient aux affaires dans 4 ans. Donc c'est ce qui est déconcertant, surtout pour des gens comme vous et moi, qui nous intéressons aux idées, mais même plus que ça, on en diffuse même. C'est très déconcertant parce que ce sont des gens qui s'en fichent. Et donc, on est là devant un obstacle, enfin, un obstacle qui s'appelle du vide. Est-ce que ça leur est égal? D'une part, les idées, ça leur est complètement égal, et depuis 2010, très précisément, où nous manifestons d'ailleurs parfois côte à côte contre la réforme des retraites Sarkozy, ils se sont aperçus que des manifestations à répétition dans les rues, c'était pas grave, il n'y avait qu'à pas s'en occuper et que les gens se lasseraient. Et c'est ce qui s'est passé en 2010. D'ailleurs, c'est des manifestations que beaucoup de gens ont oubliées. On a manifesté avant l'été, puis après, puis le mauvais temps est arrivé, et en novembre, ça a été la dernière manif, et ils n'ont rien fait. Simplement encadré par la police ces manifestations. Et la réforme des retraites est passée. Et depuis, en fait, c'est comme ça, les gens manifestent, et puis on attend qu'ils se fatiguent. Plus le Black Bloc, les trucs comme ça, qui mettent un peu de montre que c'est des casseurs. Hein. Bon, tout ça, voilà, ça se fatigue, et puis on arrête. Et ils sont toujours là, ils continuent, ils se débrouillent maintenant avec le Parlement, puisque là, il y a des obstacles parlementaires. Mais, bon, ça passe. Et tout ce qui importe à ces gens-là, c'est que ça passe. La semaine prochaine, l'année prochaine, et si tout va bien, dans 4 ans. Bon. D'accord. Alors, moi, quand je parlais de... Là, c'est pas une victoire, puisque l'adversaire, là où on bat l'adversaire, intellectuellement, oui, il est battu, le nombre de livres qui démolissent le néolibéralisme est considérable, tout ça est très clair sur la table, mais il n'y a pas d'adversaire. Alors là, je serais pas tout à fait... Idéologique, il n'y a pas d'adversaire idéologique, parce que l'idéologie, il l'applique. Oui, mais voilà. L'idéologie, ils la font vivre. Et d'ailleurs, j'ai ouvert ce petit livre sur la mise en place de la trilatérale en 1973 par David Rockefeller et d'autres milliardaires américains, précisément pour essayer de se mobiliser autour de 3 pays, les États-Unis, le Japon et l'Europe, pour réfléchir à la mise en place du néolibéralisme. Ça se passe au début des années 70, donc pour bien maîtriser ce pilonnage de l'État-providence mis en place par le CNR. Et là, c'est très intéressant parce qu'il se trouve que c'est un collègue à nous, Michel Crozier, qui a été sollicité pour participer à la rédaction de l'introduction de la trilatérale, où là, précisément, ils disent que la démocratie n'est plus compatible avec le capitalisme, Et donc non, moi je crois qu'ils sont au contraire très mobilisés d'une façon peut-être très discrète. Ça se passe dans les coulisses. Nous, quand on manifeste, on nous voit, on met nos corps en scène dans la rue. Eux, ils sont dans des salons feutrés. Ça ne se voit pas. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'ils sont tout aussi militants, mais
que ça s'inscrit dans leur sociabilité mondaine. Alors, pourquoi eux, ils sont toujours en train d'être avec des think tanks, avec des tas de lieux de réunion, des tas de lieux de conversation, des tas de lieux de vigilance idéologique pour maintenir l'ordre des rapports de classe. Et quand ils sentent que, et c'est ce qui s'est passé depuis 2010, quand ils sentent que il y a des mouvements de type insurrectionnel, comme par exemple les Gilets jaunes, qu'il y a des mouvements de type insurrectionnel, comme ce qui s'est passé avec la réforme des retraites, et bien là, ils sortent les armes, je veux dire, c'est une violence, des violences physiques très importantes. Enfin, surtout le mouvement des Gilets jaunes, vraiment, n'a pas laissé du tout indifférents les milieux de cette oligarchie, qu'ils soient de simples dirigeants ou des gens plus haut placés dans cette hiérarchie-là. Et comme ils forment une classe sociale, au sens marxiste du terme, même si elle est très hétérogène, il faut pas sous-estimer leur capacité de réflexion et leur capacité d'anticipation. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous, et du coup, nous, on est toujours là en train de courir derrière, et finalement, ils nous fixent leur agenda. Oui, Oui, Pierre-Henri. Oui. Je souhaiterais juste oui, rebondir après. sur ce que Bertrand, tu viens de dire. Oui. Je pense qu'il y a une bonne vieille idée marxiste, c'est que tout est affaire de rapport de force. Et même s'il y a eu 3 au mieux pour les manifs, j'en ai fait 5 contre cette réforme, il y a eu la journée la plus favorable, il y a eu 3,5 millions, je crois, mais il fait 3 millions et demi. Mais on était très loin d'un mouvement de type juin 68, avec 10 à 12 millions de grévistes, ou 36. S'il y avait eu 10 sur, je ne sais pas combien il y a dans la population active, 20 millions, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, 20 millions, s'il y avait eu 10 à 12 à 13 millions de gens vraiment en grève, moi je suis fonctionnaire et dans mon service, sur 50, j'étais le seul à me mettre en grève, et à faire les... je ne dis pas ça pour tirer la couverture vers moi, mais hélas, 3 millions, c'est beaucoup, mais ce n'était pas suffisant. S'il y avait eu 10 à 12 millions, Macron, qui n'est que le chargé de pouvoir de la grande bourgeoisie, la grande bourgeoisie lui aurait supplié pour continuer à percevoir des bénéfices, à mettre à la poubelle cette réforme. Et malheureusement, il y a une conscience de classe depuis 83, le tournant, la conversion à l'ultralibéralisme, une conscience de classe qui a reculé. Le Parti communiste, bon, n'est plus du tout plus le Parti communiste du temps de Marchais, et voilà. Et moi, je parle avec mes collègues. Oui, c'est honteux cette réforme, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et de toute manière, c'est perdu d'avance, donc on ne va pas perdre une heure de salaire pour manifester. Voilà ce qu'on disait autour de moi. C'est juste. Peut-être que c'était aussi lié à quand même les difficultés de la vie quotidienne, matérielle. Il y en a toujours. Oui, il y en a toujours eu, c'est bien. Mais là, c'est vraiment... C'est ric-rac. Hein. Il y a qu'à... Perdre un peu pour perdre 2 ans de... Oui, mais ça, je suis... Mais en tout cas, il n'y a pas eu assez de monde dans les rues, ça devait être le triple, le quadruple pour faire reculer le... Non, et puis il n'y a pas suffisamment de gens qui sont syndiqués. Le poids des syndicats en France est quand même pas très puissant. Et donc, je pense que là, parce qu'il y a eu beaucoup d'adhésions aux syndicats. Je crois que c'est 40 000 à la CGT, 50 000 à la CFDT, puis pour les autres, je ne le sais pas. Donc, il y a eu quand même une dynamique extrêmement positive. Mais ça, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que là, on n'est pas allé jusqu'au bout On aurait dû aller beaucoup plus loin dans la mobilisation, c'est sûr. En 1936, c'est le grand patronat qui a supplié le gouvernement, pourtant nouvellement, fraîchement élu Front Populaire, à lâcher du lest pour les congés payés. Et comme en juin 68, le SMIC augmente, l'ancêtre du SMIC, je ne sais plus, le SMIC augmentait de 33%, c'est le grand patronat qui a supplié
le gouvernement Pompidou de franchir. Pierre. Alors, j'ai une question, mais j'ai juste une remarque sur ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord avec vous pour dire que la bataille de l'opinion a été gagnée, mais en fait, strictement sur la question de la réforme des retraites. J'ai pas l'impression, malheureusement, que cette longue lutte du printemps va changer la donne sur une part du soutien de la population macroniste. Mais là, j'en reviens à ma question. En fait, c'est une question sociologique. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas encore totalement, c'est la manière dont Macron est arrivé à fédérer autour de lui, non pas une majorité de Français, parce qu'on sait de quelle manière il a remporté ses élections au deuxième tour en 2017 et en 2022, mais une majorité suffisamment, un bloc suffisamment suffisant autour de 20% au départ, mais qui avoisine quand même les 30% encore aujourd'hui, de gens qui sont prêts à voter pour lui sur un premier tour. Et même, il y a eu des sondages il n'y a pas encore très très longtemps, complètement fictifs, puisque constitutionnellement, il ne peut pas se présenter une troisième fois, mais qui le donnerait quand même au-delà de 25% s'il se représentait. Ça veut dire qu'en fait, il a un socle qui ne fond pas. Et ce qui me surprend, c'est qu'il vient après Sarkozy et Hollande. Sarkozy, qui n'est pas réélu, qui perd une élection, et auquel on a reproché notamment d'avoir dégradé la fonction, d'avoir fait preuve de mépris aussi, et François Hollande, à qui on a reproché plein de choses, d'avoir dégradé la fonction, d'avoir eu une parole politique complètement inconsistante. Je me souviens la manière dont il construisait sa rhétorique quand il parlait notamment du chômage, de la baisse du chômage. Il parlait de la diminution de l'augmentation du chômage pour essayer... Enfin voilà, c'était ridicule. Et puis aussi un certain mépris. La phrase sur les sans-dents qui relevait d'un litige privé, c'est quelque chose qui lui a été renvoyé en boomerang. Et François Hollande a renoncé à se présenter tellement il était devenu impopulaire. Et derrière, on a Emmanuel Macron qui représente le pire de Sarkozy et Hollande réunis, qui pousse encore plus loin la même idéologie néolibérale, et en fait qui ne s'effondre pas. Même après la bataille des retraites, qui finit par remporter, avec les outils constitutionnels, contre l'avis de la majorité, mais il passe, sa réforme elle est passée, et il n'y a pas d'effondrement dans l'opinion du soutien à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique ça? Le sondage, oui. Est-ce que c'est un soutien? Je sais pas, moi j'interroge les gens. J'ai une amie qui est vraiment très prolétarisée, journaliste très prolétarisée, qui a toutes les difficultés du monde, qui se sent, sa famille se sent ghettoisée parce que l'humain a vu ceci, cela. Et pourtant, elle a voté Macron dès le premier tour. Alors je l'interrogeais quand même, et elle me dit oui, mais c'est parce que les autres sont pires. Donc Le Pen, Mélenchon. Est-ce que dans la réponse au sondage, c'est pas forcément un soutien, c'est aussi un vote contre les autres, comme déjà au deuxième tour. Sauf que là, les gens raisonnent. Il ne faut pas que l'autre arrive au deuxième tour. Je ne sais pas. Ouais, donc il y a une réussite tactique là dans la façon dont les élections sont. Les 25-30%, c'est pas les ultra riches. Ça mène des gens dont la politique de Macron va à l'encontre des intérêts. Non, mais en gros, elle déteste Macron, mais elle déteste encore plus les autres. Petit ainsi, si on avait fait voter uniquement la population active en 2022, on aurait eu un second tour Le Pen, Mélenchon, Macron était éliminé. C'est le vote des retraités et le vote aussi passez-moi l'expression, des jeunes bobos, étudiants qui vivent encore chez papa-maman, qui sont relativement à l'aise. Voilà, de toute façon, il y a un travail. Oui, mais là, je ne dis plus rien. On fait allusion. Mais il y en a pas mal comme ça. Hein. Je sais pas, moi j'en vois pas mal. C'est l'analyse que fait Giraud. Ça, c'est un bloc bourgeois homogène. Il y a un bloc bourgeois homogène, et en face, l'opposition, elle est divisée. La force de Macron, c'est comme la. Sociologiquement, il y a un bloc qui unit, très soudé, quoi qu'il se passe, même si ça va contre leurs intérêts, les retraités, beaucoup de retraités qui votent Macron, ça va contre leurs intérêts, parce que l'objectif de Macron, c'est quand même de casser le système des retraites, cette réforme, c'est une étape pour le casser définitivement, c'est parce qu'ils sont forts, parce que l'opposition est divisée. Et l'opposition, elle a perdu. Et moi, la défaite
l'opposition, elle remonte à 95. Moi, je me demande si la défaite de la réforme de retraite ne sera pas à niveau 95. Ça peut très bien durer 20 ans comme ça. Alors, Il y a moi, les analyses de Jérôme Sainte-Marie comme montrent que c'est un bloc bourgeois qui est solide et homogène, me dit notre ami. mais c'est surtout quand je dis qu'ils ont toutes les richesses et tous les pouvoirs, c'est un raccourci pour bien montrer qu'on est face à une oligarchie. Parce qu'en France, on n'emploie pas tellement dans les médias, les médias dominants, les médias dominants, c'est-à-dire qui véhiculent l'idéologie dominante et qui sont aujourd'hui aussi bien des médias publics que des médias privés. C'est-à-dire que là, j'ai fait un petit chapitre sur le bruit assourdissant de la pensée unique. On a la monnaie unique et on a maintenant la pensée unique, parce que on parle de l'oligarchie quand il s'agit d'un parti unique. Pour les Russes, on parle toujours des oligarques, du parti unique. Et nous, c'est plus malin de faire la pensée unique avec plein de partis. Ça donne l'illusion d'une diversification et donc d'une démocratie. Mais par rapport à l'histoire là, des 25%, oui, mais toute la propagande, vous vous rendez compte, tous les jours, sur toutes les ondes, c'est très important, les instituts de sondage. Moi, je veux bien croire les sondages que vous donnez, mais comment sont posées les questions? Comment on aboutit? On nous martèle, on nous habitue à avoir des pourcentages élevés. Les instituts de sondage sont, comme les médias, appartiennent aujourd'hui exclusivement à des milliardaires. Donc, si vous voulez, cette oligarchie, elle contrôle quand même tous les domaines. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est fabriqué, quoi. Et nous, ça nous impacte. C'est pas étonnant cette base de 20%, parce que dans le pays, il y a bien 20%. C'est plutôt 30. C'est 28, je crois, le dernier. On est plutôt à c'est beaucoup, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, et puis là, on est pas sur des sondages sur lesquels la question est l'importance, puisque c'est une expression d'un vote éventuel en cas d'élection. Et il y a quand même, on reste dans des ordres de grandeur, les sondages d'opinion par rapport à l'expression du vote, il n'y a pas une énorme différence avec le vote le jour du scrutin. Ça reste marginal, les ordres de grandeur sont respectés. Non, mais si on ajoute, enfin ça c'est une notion de synthèse du débat, si on ajoute le pourcentage de gens qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, parce que voilà, on s'en tire comme ça, c'est quand même une proportion, peut-être 15-20% de la population, plus ceux qui effectivement pratiquent le vote de rejet parce qu'ils ne veulent pas de Le Pen ou Mélenchon, on arrive à cette base électorale qui est là et qui continuera à être là et qui soutiendra un Édouard Philippe ou un, je ne sais pas, Éric Ciotti, soyons fous. Mais Édouard Philippe, très certainement. Mais ce qu'a dit Glory tout à l'heure. Et par rejet de ce que représente ou est censé représenter Marine Le Pen. Voilà. Je ne suis pas étonné de... Non, mais cela dit, il faut raffiner bien sûr les analyses de l'électorat. Je n'ai pas encore lu le livre de Piketty et de Cagé. Je ne sais pas ce qu'ils disent sur le sujet. Disons qu'ils ont un peu nié, clairement, je l'ai parcouru parce qu'un collègue l'avait. Il y a 2-3 trucs qui sont ouvertement contestables. Par exemple, déjà, il part du postulat que les classes populaires votent en majorité pour Mélenchon. Oui. Ce qui est structurellement faux. D'un point de vue purement électoral, c'est faux. Oui. Ça part mal. Et ils expliquent que les rares, ils expliquent qu'il y a une rare proportion qui votent pour Marine Le Pen, alors que c'est l'inverse. Et ils expliquent que le ressenti identitaire n'existe pas. À partir de là, déjà de base, je trouve que la thèse est un peu ratée. Là où, par contre, il y a un truc intéressant dans leur livre, et je pense que justement, ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez, Monique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une part
il y a une distorsion entre justement cette espèce de classe assez, enfin pas homogène du tout d'ailleurs, parce qu'entre les quarts des très très riches et les quarts des juste riches et des classes plutôt aisées, il y a quand même une grosse, enfin des quarts assez violents, mais ils ont un seul et unique but qui est un but cohérent, constant dans leur pensée. Et effectivement, c'est ce que mettent bien avant Piketty et Cagé, en expliquant justement que eux, pour le coup, à l'opposé de la majorité populaire, alors, si tant est qu'on puisse considérer que c'est un seul même bloc, qui eux ont un seul but, c'est maintenir le statu quo, quitte à aller encore plus loin dans la violence. Et on en revient justement au statut, ça a été le cas des retraites qu'on a vécu, ça a été le cas des Gilets jaunes, ça va remonter loin, 2005, 95, 2010. Voilà. Mais, oui, mais ça rejoint ce que Monique a toujours dit ici, dans ses locaux, c'est qu'on a une classe mobilisée, et cette classe-là est la seule classe qui soit véritablement mobilisée. Les autres sont bousculés par les changements économiques et sociaux, ne s'y retrouvent plus ou ont été laminés, par exemple la paysannerie, etc. Donc on n'a plus que ça, ce que vous avez analysé avec Michel tout au long de votre vie. Et ça produit effectivement des effets, même s'ils sont, comme je le pense, s'ils lisent pas beaucoup de livres, etc., ils arrivent, ils ont l'instinct suffisant de leurs intérêts en tout cas, pour dire ce qu'il faut et faire ce qu'il faut afin de maintenir cette emprise qui est pour eux naturellement tout à fait vitale. Mais c'est ce que disait un patron à un de nos amis dans le privé naturellement. Il disait il y a encore trop de gens intelligents dans l'État et il faut qu'on les récupère. Il faut qu'il n'y ait plus que des médiocres. Et en plus, des médiocres, etc., c'est des gens qui sont incapables de refaire ce qu'on a fait en 81 ou en 45, c'est-à-dire nationaliser, planifier et marquer des limites très très nettes au pouvoir du patronat ou du capitalisme financier. Donc oui, ils ont cet instinct-là, et toute conquête en ce sens est une bonne nouvelle pour eux. Et ça, il n'y a pas de complot. Ils l'ont dit, il y a la fameuse phrase de Denis Kessler, notre objectif est de détruire l'œuvre du Conseil national de la résistance. C'est très clair. Et il l'a fait. Ils l'ont fait. En plus, ils l'ont fait. On a été parmi les premiers à relever cette phrase. Et tout le monde a hurlé en disant c'est abominable, mais le fait est qu'ils ont appliqué leur programme en toute connaissance de cause. Mais c'était une opinion partagée. C'est un souvenir personnel, mais à l'enterrement de Frédéric Grindel, qui était l'ancien directeur de Notre République, le journal des gaullistes de gauche, et qui est l'ancêtre de Royalistes en fait, il y avait un déjeuner avant l'enterrement. Et il y avait une de nos camarades avec moi d'ailleurs, ou deux, je ne sais plus. Et je me suis retrouvé en face d'un monsieur qui faisait de la politique, je ne sais pas où exactement, qui était un peu élu, et qui a commencé à me développer cette idée de oui, on va détruire tout ce qui a été fait, je sais pas, depuis 1936. Alors, je me suis mis en colère. C'était pas du tout le lieu, parce que c'était un dîner funéraire. Je me suis mis en colère contre ce type. C'était avant que Kessler ne s'exprime vraiment. Il dit mais ce type, ça va pas, c'est pas possible des choses comme ça. Bon, mais oui, c'est une idée qui ne s'exprime pas publiquement, mais qui était déjà là dans les esprits, et c'est bien ce qu'il voulait réussir. Donc pas de complot. Et ils se recrutent par affinité, comme Juliet et Attali, tout le monde le sait, ont repéré un jeune d'avenir, Emmanuel Macron, qui a monté dans les cénacles avant de devenir secrétaire général, etc., puis ministre, etc. Bon, c'est des billes qu'on lance comme ça, puis il y en a une qui roule un peu plus loin que les autres, gagnée. Bon.
Pas de complot, mais une conscience très, très, très solide, comme vous le dites, Oui, c'est vraiment des intérêts à défendre. Une conscience de classe qui est réactivée en permanence. Et des objectifs à atteindre, en ce qui concerne notamment l'État, qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas du tout d'ailleurs, ils ne suivent pas les préceptes libéraux, parce que l'État finance considérablement le capitalisme privé. Oui, mais le néolibéralisme est pensé là-dessus. Mais Justement, la différence du tout libéralisme. à l'heure, Monique a dit quelque chose qui est important et qui rejoint ça, qui a une vague de fond. C'est que dit, il y avait quelques milliardaires, aujourd'hui il y a un déchirement de la société. Les plus pauvres tirent de plus en plus la langue, y compris les classes moyennes supérieures qui baissent. Et il y a tout un groupe, et ça, ce qui fait ces 20%, il y a tout un groupe qui s'enrichit surtout sur les valeurs mobilières, parce que c'est l'argent circule et fait de l'argent aujourd'hui. C'est plus le travail qui fait de l'argent, c'est l'argent qui fait de l'argent. Et cette classe-là, elle a tout intérêt que ça reste comme ça. Et comme dit Bertrand, il n'y a pas de complot, ils sont entre eux. Ce qu'il y a, les gens comme Macron ne sont pas issus de cette classe. Ils servent cette classe, c'est la bille qui roule. Ils servent cette classe, mais ils la servent avec des intérêts aussi. Donc, il y a des rapports. Mais il y a vraiment... Et quand on voit le rapport entre, par exemple, le SMIC et le revenu des cadres dirigeants de très haut niveau, par exemple les patrons du CAC 40. L'écart s'est creusé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais plus quel est le rapport, mais ça a explosé littéralement. Donc il y a complètement une déchirure qui s'est faite dans la société, une classe qui c'est un fossé. Hein, on peut parler vraiment d'un séparatisme. C'est vraiment d'un séparatisme. Et avec des codes politiques, des codes sociaux, des codes moraux. Et par rapport à ce que disait Bertrand quand vous avez dit que peut-être qu'il lisait pas beaucoup, que tout ça, dans notre travail, ce que nous avons bien montré, c'est que leur force vient, et ça vous venez un peu de le dire, mais je le redis à ma manière, vient de cette fameuse sociabilité mondaine. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu, Michel et moi, en étant au plus près de ces gens-là, c'était qu'ils sont toujours entre eux, que ce soit dans les beaux quartiers, que ce soit en vacances, que ce soit pour manger, pour tout, ils sont toujours entre eux, nombreux, ils ne se lassent jamais de leurs égaux, voilà. Et ils sont toujours dans le partage et ils sont toujours dans attirer l'attention sur ceci, sur cela. Et du coup, c'est pas un complot, mais c'est une mobilisation qui est absolument incroyable. Et dans les films qu'on a fait, là, le film de Jean-Christophe Rosé où on va dans un château et puis arrive Pénélope Fillon. Enfin voilà, on voit toujours que tout le monde, cette oligarchie diverse et variée, se retrouve sans arrêt pour une fête des jardins, pour un mariage, quand on va aux enterrements. Moi, je suis allée à l'enterrement de Michel David Veil à l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était extraordinaire. Je vous le conseille comme expérience à faire, de bien regarder les endroits où on fait les messes pour les gens de la haute finance internationale comme Michel David Veil. Et bien finalement, sur le parvis, quand on est tous sortis de l'église, et c'est la garde républicaine qui était là. Et pour clore le chapitre de l'oligarchie, c'était génial. Et bien entendu, le curé qui a mené toute la messe est un aristocrate d'une famille d'Ancien Régime. Enfin, c'était un bijou sociologique. Et c'était bien entendu lui qui avait payé la rénovation de l'église Saint-Germain-des-Prés. Enfin voilà, c'était parfait. Et donc voilà, et on voyait, c'est toujours comme ça. Guillaume. Est-ce qu'il n'y a pas une belle rupture aussi assez, pour le coup, historique, dans justement cette classe oligarchique qui, pour la première fois que l'humanité existe, est mondiale. On peut citer la célèbre phrase de Warren Buffett, il y a une guerre des classes et c'est ma classe qui les gagne. Quand il le dit,
ce que les gens ont oublié, c'est qu'en fait, il explique que sa classe, elle n'est pas américaine, elle est mondiale. C'est la célèbre phrase, alors, Raphaël Glucksmann, lui, il a dit de manière, enfin, lui vraiment, il le vit mal, mais quand il dit j'ai plus d'affinité avec le berlinois qu'avec le mec dans la Creuse, on voit qu'il y a déjà une rupture, alors que Raphaël Glucksmann, c'est pas Warren Buffett, hein, il y a deux distinguos. Et effectivement, est-ce que justement, c'est pas c'est un sans précédent historique qui justement pourrait expliquer juste cette volonté d'aller toujours plus loin dans la bulle, puisqu'ils n'ont plus de limites, plus de frontières, plus de limites physiques, plus de géo. En fait, la seule limite, en gros, c'est le globe. Et encore, certains, comme Elon Musk, pensent même à quitter littéralement le globe pour aller au bout de la pensée justement sur le réchauffement climatique, où eux se disent que de toute façon, ils ne seront pas touchés puisqu'ils quitteront le navire avant que le navire ne coule. Est-ce que justement, c'est pas le point de bascule? C'est-à-dire, je ne sais pas trop comment répondre à cette remarque, parce qu'en fait, les puissants, tous ceux la classe dirigeante, la classe dominante, la classe aristocratique, l'aristocratie de l'argent, avec maintenant la fusion entre la noblesse et la bourgeoisie à travers des mariages depuis la Révolution française, c'est toujours construite à l'échelle de la planète, des différentes cours européennes. Enfin, le cosmopolitisme est vraiment essentiel pour comprendre le fonctionnement de cette classe dominante depuis des siècles. Alors là, ça s'est évidemment amplifié et généralisé avec le capitalisme mondialisé, hein, mais c'est quand même une des caractéristiques de cette classe que d'être au-dessus des nations, que d'être au-dessus des frontières, de penser et de vivre véritablement dans la cour de récréation la plus grande possible, hein, la plus large, Et bien entendu, aujourd'hui, ils sont toujours dans leur jet privé. Vous voyez, quand on nous donne le nombre de voyages, par exemple, de Bernard Arnault, au mois de mai, là, quand il a été suivi, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire ils vivent vraiment à une échelle du temps et de l'espace qui est vraiment très différente en tout cas de la mienne. Oui, de mienne aussi. La nôtre, oui, ça c'est sûr. Et cette question de l'immortalité par le patrimoine, ça c'est caractéristique. Oui, c'est ça. Et ça, on est immortel dans le patrimoine. Oui. Et puis, ils se sentent, je veux dire, profond. C'est quelque chose qui est profond, hein, leur est vraiment inculqué. L'immortalité, elle est en eux. Ils se sentent immortels. Voilà. Et aujourd'hui, ça a du sens quand on réfléchit au dérèglement climatique, à ce qui peut se passer. Mais pour revenir au président de la République, ce qui était dit tout à l'heure, il a quand même une caractéristique de mépris. Il y avait un article dans l'Express, je crois, il y a quelque temps, où il était dit qu'il avait eu une conversation téléphonique avec le roi du Maroc, et en pleine conversation, il pose le téléphone pour prendre un autre appel, jusqu'à temps que le roi du Maroc raccroche. Il n'a plus ce savoir-vivre. Quand il a reçu la famille royale, le comportement d'un parvenu pédant, d'un adolescent qui fait sa crise il y a une question de sa propre personnalité. C'est un gars qui vient en dessus de son service qui rend aux classes de plutocrates. Mais c'est vrai qu'il a un comportement, il suffit de traverser la rue, ils ont tous ce comportement méprisant, mais de gamin qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de savoir-vivre, qui a... Non, parce que là, quand tu dis ça, c'est pas juste, justement, par rapport au projet que j'ai eu, c'est précisément de pas... je ne voulais pas qu'on attribue à Emmanuel Macron des caractéristiques psychologiques qui devraient être analysées, c'est ce que j'ai fait, de manière sociologique, de manière politique. Emmanuel Macron, bien entendu, on en parle tout le temps parce que c'est le président de la République qu'il est mis en avant. C'est lui qui fait la loi dans les médias, c'est lui qui dirige tous les tribunaux médiatiques et tous les autres tribunaux. Donc forcément, on parle de lui, mais c'est important de montrer que c'est vraiment une classe sociale qui est devenue
déshumanisante du dissemblable. Et ça, c'est vraiment important d'employer ce terme. Le mépris, c'est quand même la déshumanisation de l'autre. Et quand on commence à déshumaniser l'autre, c'est là que les risques de violence ultime sont au rendez-vous. Donc c'est très important de prendre très au sérieux la façon dont le président de la République peut se permettre de parler comme ça, parce que derrière lui, il y a tout un système, il y a toute une classe, c'est systémique, c'est le capitalisme. Mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas parler de l'arbitraire du capitalisme, il ne faut pas parler de la violence du capitalisme. Mais il y avait cette phrase, venez me chercher les gilets jaunes, venez me chercher l'Élysée. C'est alors qu'il est super protégé. C'est vraiment le mépris de classe. Voilà. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il peut se permettre d'être méprisant parce que sociologiquement il représente la classe dominante, mais il y en a eu d'autres avant lui qui maintenaient un faux semblant. Il y a quand même bien des traits psychologiques chez lui qui sont hors du commun, et c'est quelque chose, ce que dit Raoul, c'est quelque chose qui revient vraiment très très souvent chez ceux qui l'observent. J'avais, pour notre blog que vous connaissez, puisque vous aviez accepté une interview, on avait interrogé un journaliste, je ne donnerai pas le nom parce que c'était Luoff, c'était un spécialiste des questions internationales notamment, qui avait dit, qui a côtoyé Emmanuel Macron, et il avait dit la même chose, il avait dit, mais quand on voit comment il agit, même hors des caméras, c'est quelqu'un qui n'est pas fini. C'est comme une personnalité inaboutie, comme un adolescent immature, capricieux, qui ne veut pas entendre les autres, puisque lui a raison et lui comprend tout. Et donc là, il y a au-delà de ce qu'il incarne en termes de classe, il y a quelque chose avec sa personnalité qui fait que c'est exacerbé, vraiment. Oui, c'est un immature. Est-ce que les autres représentants de l'oligarchie auraient pu, comme avoir Fillon, il aurait pu avoir un savoir-faire politique, il aurait pu faire passer la pilule, entre guillemets, avec moins de brutalité. Les autres, avant, Fillon, il avait un savoir-faire politique. Quoi qu'on en pense, les autres, ils avaient un savoir. Lui, il se trouve que, comme il le dit, il avait le comportement du politique professionnel, on va dire. Oui, mais c'est ça, c'est personnellement, il y a une forme de paresse. Il y a eu un événement qui beaucoup de bienveillance ce soir à l'égard de Fillon. Il était secrétaire d'État, je crois, au travail en 1995 et qui, je crois me souvenir, était particulièrement odieux avec ses interlocuteurs syndicaux à la télévision. J'ai ce qu'il disait, c'est des souvenirs comme ça. Il avait une culture politique. Oui, ça c'est dire qu'il avait une culture. Il pouvait envelopper le discours. Un habillage. Qu'il ait pu enrober sa violence, oui, c'est possible, je ne sais pas. Il y a eu un événement qui, moi, me paraît très significatif aux États-Unis. Les grèves qu'il y a dans la métallurgie, où ils demandent 30% d'augmentation parce que les patrons sont augmentés de 30% dans l'année. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Et on voit le président des États-Unis et Trump qui arrivent pour parler avec des ouvriers. Le milliardaire vient parler pour dire oui, je vous soutiens. C'est quand même extraordinaire. Bon, alors ça se passe aux États-Unis, mais c'est quand même extraordinaire de quelque chose qui ne se passait pas avant, quoi. Ça s'est jamais fait avant. Qu'on court pour soutenir quelque chose qu'ils sont en train de casser par derrière. C'est quand même révélateur. Trump, il n'est pas dans le mépris. Ça. Pardon ? Trump, il n'est pas dans le mépris, c'est ça qui est un peu surprenant. Trump, il Pas des gens, il n'est pas dans le mépris des gens ordinaires. Il est dans le mépris d'autres. Il n'est pas dans le mépris des ennemis, même pas dans le mépris des ennemis. C'est la négation totale du politique, Trump. Oui, bien sûr. C'est la faute de tout, en fait. C'est le pire des mépris par rapport à la politique, je trouve. Il y a un essai qui vient de paraître, son nom m'échappe, la tyrannie des bouffons, j'ai oublié le nom, pourtant je ne connais que lui, qui montre bien ça, qu'il y a
il y a une bouffonnerie, quelqu'un qui se moque complètement Oui, c'est ça. de l'État, des serviteurs de l'État, de tout, et qui tient des propos orduriers, et qui considère la vie internationale comme des relations entre des gangs, quoi. Non, Christian Salmon. à ceci près qu'ils ont des grosses fusées qui peuvent détruire tout. Mais sinon, là, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. Mais dans la forme, il a une forme, c'est bizarre parce que même avec les talibans, même avec, je sais pas moi, Kim Il-sung. avec Kim Il-sung, et alors il est curieusement dans une forme de respect qu'il a apprécié de l'autre côté, les talibans, il leur parlait comme un rapport de force. Il respecte les Il forts. admire la violence. Non, mais il est typiquement américain aussi. Parce que la société américaine est une société violente. On refera un débat sur les États-Unis, Trump, etc. Je pense qu'on ne comprend pas tellement son personnage parce que je suis frappé comme il y a une certaine popularité dans le tiers-monde parce que justement il traite tout le monde à peu près sur le même plan ou alors, je sais pas, on ne peut pas dire qu'il est dans le mépris, en tout cas pas des plus pauvres. Mais enfin, en se comportant comme il se comporte, je trouve que c'est une forme de mépris, y compris vis-à-vis des plus démunis. C'est pas le cas, parce que justement, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a réussi à avoir une grande majorité du vote ouvrier. Non, ils ne le ressentent pas peut-être comme un mépris, mais si vous voulez, quand on regarde quand on est responsable d'un pays comme les États-Unis, je sais pas comment. On parlait de mépris des institutions. Oui. Alors, Voilà, mépris c'est ça. de la fonction, Voilà, d'un c'est ça. comportement indigne. C'est quand même quelqu'un qui organise un coup d'État aux États-Unis. Ici en France, on connaît, on a l'habitude. Mais aux États-Unis, quelqu'un qui est battu et qui organise un coup d'État. C'est quand même assez extraordinaire. Il faut dire que pour expliquer le phénomène de Trump, il y a Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que il y a tout un barrière. Bon, chers amis, on arrête. Là, on est parti pour analyser la politique américaine, le capitalisme aux États-Unis, le cas de Trump. On y est jusqu'à demain matin. Donc on refera une soirée certainement sur les États-Unis, mais je voudrais avant tout remercier Monique d'être revenue parmi nous, d'avoir répondu à nos questions, et j'espère que nous la reverrons très bientôt. Chère Monique, Merci de m'avoir invité. J'étais contente d'avoir partagé ce moment avec vous.